Alors, on peut commencer. Si vous n'êtes pas trompé de salle, on va bien parler de réalité augmentée pour les terminaux iOS, surtout. Et bien sûr, on est d'un côté obligé à nous présenter d'abord. Simonet, je suis développeur iOS depuis 7 ans. J'ai rejoint Xebia il y a 5 ans, ou presque. Et je suis maintenant partie de l'équipe des Technical Officers. Bonjour à tous, moi je suis Julien, je suis aussi développeur iOS depuis 3 ans, dont un chez Xebia et simple mortel. Je me la pète. Alors, ok, très bien. On va commencer par juin 2017. C'est juste il y a 6 mois ou presque, mais c'est déjà une éternité. À la WWDC, c'est la conférence internationale des développeurs iOS et macOS, en tout cas de l'écosystème Apple. Tim Cook, le président d'Apple, annonce des nouveautés, dont une qui dira sera aussi importante qu'avoir un site web. Bon, on y croit, on n'y croit pas. Mais en tout cas, il parlait de ARKit. Et ARKit signifie évidemment Augmented Reality Kit. Et avant de parler, de vous montrer des démos, on va déjà dire ce qu'est la réalité augmentée. Effectivement, afin d'éviter toute confusion sur ce qu'est la réalité augmentée et qu'on parle bien tout le monde de la même chose, il convient de définir la réalité augmentée. Donc, selon une de nos sources les plus fiables, la réalité augmentée, c'est la superposition de la réalité et d'éléments calculés par un système en temps réel. Nous, pendant le talk, on va surtout insister sur l'incrustation de modèles 3D sur un flux vidéo, parce que c'est parlant, parce qu'il y a beaucoup d'exemples là-dessus. Mais il est important de s'ouvrir l'esprit et de se dire que finalement, la réalité augmentée peut aussi provenir du son ou d'autres capteurs du téléphone. On reviendra dessus. Aussi, on voulait vous dresser un petit tableau de ce qu'est la réalité augmentée depuis des temps immémoriaux, comme vous pouvez le voir. Et de façon surprenante, en fait, la réalité augmentée, ça a commencé en 1968 avec cet homme, Ivan Sutherland, qui a créé la machine que vous pouvez voir sur l'image de gauche, aussi appelée épée de Damoclès, qui permettait de suivre les mouvements du visage et superposer un objet en 3D devant le champ de vision de cet homme. C'est-à-dire que, par exemple, il pouvait regarder à gauche, il voyait son champ de vision normal, et en tournant la tête vers la droite, il retrouvait un objet en 3D qui était au même endroit. Donc ça, en fait, ça date de 50 ans, et finalement, il a inventé ce qu'on fait quasiment aujourd'hui, bon, de manière très rustique, et on s'enthousiasme finalement pour une technologie qui a 50 ans. Bon, j'emprunte peut-être un petit peu de raccourci. En fait, le terme réalité augmentée est apparu en 1992, et c'est rétrospectivement qu'on a appliqué cette étiquette au travail de Ivan Sutherland. Et depuis 1992, il y a eu plein d'innovations sur la réalité augmentée. Comme par exemple, merci. En 1997, la Turing Machine, donc qui n'est pas une machine pour se muscler le dos par rapport à ce qu'on pourrait croire, mais c'était une machine qui permettait de faire de la navigation en réalité augmentée. Aussi, dans les années 90, sont apparues des applications qui ont été mises en production, comme par exemple la navigation dans le Boeing 737, présente dans le cockpit et qui aidait les pilotes à naviguer. Aussi, dans l'histoire du cinéma, la réalité augmentée a été surutilisée, et surtout dans les films de science-fiction, comme par exemple dans Terminator, vous l'aurez reconnu, Robocop ou Iron Man. Et enfin, au bout d'un jour, sont apparus les terminaux grand public permettant de faire de la réalité augmentée. Et un des exemples qui a fait le plus parler de lui, c'est les Google Glass. Les Google Glass, ça permet de superposer au regard une réalité augmentée dite plate et contextuelle, donc des informations qui se superposent au champ de vision. De nos jours, on va un peu plus loin que ça, et la réalité augmentée, en fait, elle permet d'opérer une reconnaissance de tout l'écosystème qui nous entoure, donc du décor, et d'incruster des objets 3D sur le monde réel, et ce qui donne l'illusion que l'objet est bel et bien réel, comme cette enceinte que vous pouvez trouver sur la table, qui est bien posée sur une table physique. Et enfin, c'est ce que fait en fait ARKit. Donc là, on a l'exemple du casque HoloLens de Microsoft, et ARKit vous fait la même chose. Et plutôt que vous montrer une énième illustration de ça,
on va vous faire une petite démo. Alors, les démos, ça va être compliqué. Du coup, priez pour nous. Donc cette première démo, c'est une que j'ai réalisée pour un client. Vous comprendrez très vite lequel quand vous verrez la démo. Il s'agissait de fêter une date anniversaire et on va donc vous présenter un gâteau en réalité augmentée. Donc au début, on va juste opérer une reconnaissance de l'environnement, essayer de trouver une surface plane et afficher un gâteau en réalité augmentée. Donc avec ARKit, on a l'illusion que ce gâteau est bien là, qu'il est bien posé et incrusté sur la table. Si on bouge, il reste au même endroit. Et tout à l'heure, ce que je vous avais dit, c'est qu'on peut jouer sur d'autres capteurs. Et par exemple, on peut faire une gesture sur l'écran pour allumer la bougie. Et cette bougie, on a bien sûr envie de l'éteindre pour fêter l'anniversaire. Et on peut jouer sur le micro, si ça fonctionne. C'est mon téléphone. Ouais. Okay. Qui, bien sûr, fonctionne et éteint la bougie. Croyez-moi sur parole. Et donc je laisse la main à Simonet pour vous expliquer qu'en fait il existe plusieurs types de réalité. Oui, effectivement, en réalité, bon, c'est pas l'anniversaire de Julien, mais il y a quand même plusieurs réalités, dont une où ça pourrait être l'anniversaire de Julien, du coup, bon anniversaire. Sinon, il y a effectivement plusieurs types de réalités dans la littérature, dont vous avez sûrement entendu parler, notamment la réalité virtuelle, la réalité augmentée, et on parle aussi parfois des réalités mixtes. La réalité virtuelle, c'est une réalité dans laquelle une image de synthèse occupe tout votre champ visuel. Du coup, vous voyez qu'est de l'image de synthèse. La réalité augmentée est différente. Du coup, on voit ce que vous voyez habituellement, mais normalement, il y a une couche numérique sur laquelle vous pouvez afficher des informations. Pensez par exemple à l'exemple de Terminator. La réalité mixte, c'est un concept dont on a entendu parler il y a quelques années, et c'est une réalité dans laquelle des modèles numériques en 3D peuvent interagir avec la réalité de tous les jours en 3D, et du coup, effectivement, interagir les uns avec les autres. Aujourd'hui, la notion de réalité mixte est plus ou moins disparue. Elle est intégrée en réalité dans la réalité augmentée. Et effectivement, aujourd'hui, on va plutôt utiliser le terme réalité augmentée pour le cas de augmenté et mixte. Bien sûr, on va continuer avec encore plus d'informations sur ce qu'on peut faire avec la réalité augmentée aujourd'hui. Et en particulier avec ARKit. Et maintenant, on arrive à une partie un peu plus concrète. On va vous expliquer comment, avec quoi et avec quelles limitations on peut faire de la réalité augmentée sur iOS. Donc on va parler plus précisément d'ARKit. Donc on va souligner dans un premier temps l'évidence, il vous faut un terminal iOS. Pas n'importe lequel, il faut qu'il soit sous iOS 11, puisque la réalité n'est pas rétrocompatible. Aussi, on ne peut pas faire ça sur n'importe quel device. Il vous faut un device qui est équipé d'une puce A9 ou plus récente. Concrètement, ça correspond dans les téléphones les plus vieux à l'iPhone 6S, et son homologue le SE, aux iPads de 5e génération, les iPad Pro, et bien entendu l'iPhone 10, présent sur scène, merci Simonet, qui est en partie prévu pour faire de la réalité augmentée. Donc tout ça, ça représente à peu près 44% des smartphones. On peut se dire que c'est pas énorme, mais il faut remettre tout ça dans un certain contexte. L'annonce de ARKit a été faite en juin. Elle a été mise en prod en septembre et on a déjà quasiment la moitié des terminaux qui peuvent opérer de la réalité augmentée. Donc c'est pas mal. Maintenant, comment ça marche ? Alors,
ARKit apporte tout un tas de nouveautés technologiques sur lesquelles le système s'appuie pour intégrer de l'image de synthèse au monde réel, et notamment la Visual Inertial Odometry, les feature points, les plane detection, et aussi on a des notions de light estimation et bien sûr la partie rendering pour la mise en forme. Et bien sûr tout ça c'est très clair, mais si ce n'est pas, je vais vous expliquer plus en détail. Déjà, on va commencer par la Visual Inertial Odometry et on va se concentrer sur la partie odométrie. Ce n'est pas du tout récent, c'est juste un type de calcul qui permet de récupérer le mouvement, le déplacement d'un robot, par exemple, juste en partant de l'information qu'on envoie aux actuateurs, c'est-à-dire en moteur. Du coup, si on envoie une puissance X, on peut calculer d'avoir un déplacement Y. À ça, on peut ajouter la partie visuelle. Du coup, avec de l'analyse d'images, on peut calculer les déplacements de ce robot. Comment ça marche? On a un flux vidéo. Comme vous savez, un flux vidéo se compose de plusieurs images, les frames, et on va calculer la différence entre les différentes images pour savoir et calculer le déplacement. Le calcul des différences entre les images est effectivement assez complexe et se base sur les feature points. C'est des points que l'ordinateur arrive à calculer avec une certaine facilité et c'est des points qu'on peut récupérer dans la séquence d'images pour calculer le déplacement. Un feature point peut être par exemple un point blanc, une zone d'ombre, le coin d'une table. Et on va chercher d'en avoir le majeur nombre possible pour être très fidèle dans notre calcul. La Visual Odometry est utilisée par la sonde rover sur Mars pour effectivement récupérer sa position en temps réel sans passer évidemment par la base. À la Visual Odometry, ARKit ajoute un troisième élément, c'est l'élément inertiel. L'élément inertiel est calculé à partir des capteurs qui sont sur les téléphones, notamment le gyroscope et l'accéléromètre. Ces capteurs-là permettent d'avoir une information encore plus précise et de savoir si effectivement le téléphone s'est déplacé tout seul sans utiliser les informations sur l'image fournie par les caméras. Et puis il y a un quatrième élément qui est un élément de ML dans lequel ARKit se sert pour prévoir le déplacement futur. On n'a rien à faire, c'est juste ARKit qui cherche de précalculer, de prévoir quelle sera la prochaine position du téléphone suite à un mouvement. Et bien sûr, vous avez droit à une autre démo. La première a marché. Presque. Yes. Très beau. Alors, vous êtes beau. On va commencer par un mode debug. Vous voyez, je vais rester, ne pas bouger le téléphone, qu'il y a des petits points jaunes, notamment sur Fabien et Florent. Il n'y en a plus. Voilà, des petits points jaunes partout. Ceux-ci sont les feature points. Les feature points, justement, sont les points que ARKit utilise pour reconnaître sa position et la scène. On va ajouter des sphères, des laxés beacons. Et ce qui est beau dans ARKit, c'est qu'on peut en ajouter autant qu'on veut. Et même si on ne les voit pas, et après on peut les revoir. Du coup, je descends dans la scène. Voilà. Et je peux, par exemple, voir le parcours que j'ai fait. Et notamment, tous les sphères que j'ai ajoutées sont encore là. L'intérêt des ARKit, désolé, c'est qu'il se souvient de ce que j'ai ajouté. Il arrive à garder en mémoire la forme de l'environnement dans lequel on est. Et du coup, mes sphères sont encore tout au fond. Voilà. Et maintenant, on va reparler encore un petit peu des feature points et plus généralement des notions qu'on utilise avec ARKit.
Donc finalement, le feature point, c'est ce que vous avez vu, c'est ces petits points jaunes qui sont calculés à partir d'un flux vidéo. En fait, ça va être la projection de la caméra vers un objet qui coupe le champ visuel, qui va dessiner ce qu'on appelle un feature point. Donc ça donne une position en 3D. Cette position en 3D, si on les met bout à bout, ça va dessiner en fait le contour d'un objet. Donc en fait, avec ARKit, on travaille avec des champs de points qui dessinent à peu près les contours de la scène qu'on est en train de filmer. De temps en temps, juste avec les feature points, c'est assez dur d'extrapoler des informations et de les utiliser. Mais de temps en temps, ces champs de points ont des formes particulières. Par exemple, une forme plane. Et dans ce cas-là, en fait, ARKit va nous donner automatiquement ce qu'on appelle une encre, c'est-à-dire une position et une surface dans le monde réel qui va rester ancrée, sur laquelle on va pouvoir poser nos objets. Comme ce que j'ai fait avec le gâteau tout à l'heure. On a détecté une surface plane, j'ai une encre, j'y ajoute mon contenu. Enfin, autre point assez sympathique d'ARKit, c'est qu'il permet d'utiliser le capteur de luminosité du téléphone. Du coup, avec ARKit, on peut estimer la lumière ambiante, donc à savoir son intensité et sa couleur. On peut aussi avoir la direction de la source lumineuse la plus forte. Et enfin, si on veut aller encore plus loin, on a, sous la forme d'un champ de vecteurs, toutes les directions des champs lumineux qui nous entourent. Et avec ça, en fait, on peut dresser un décor cohérent. Comme vous pouvez le voir dans la photo du milieu, on a une lampe de chevet qui éclaire une tasse. La tasse est virtuelle et son ombre est dessinée grâce à la source lumineuse donnée par la lampe de chevet. Tout ça grâce à l'ambient light estimation. Enfin, la dernière notion dont on doit parler, et dont Simonet a déjà un peu parlé, c'est la partie rendue. Et pour ça, en fait, pour faire du 3D, on va utiliser SceneKit, qui est déjà présent sur iOS depuis quelques années, mais qui a été remis au goût du jour pour fonctionner avec ARKit. Si on veut faire de la 2D, ça va être SpriteKit, son équivalent. Ou alors, on peut écrire son propre moteur de rendu soi-même avec un framework qui s'appelle Metal. Ou alors, encore une fois, utiliser des outils de modélisation 3D, dont un connu dans le monde du jeu vidéo, comme Unity. Donc vous et moi, maintenant, on parle à peu près le même langage, vous connaissez les notions qu'on utilise, et finalement, la partie implémentation, elle va aller quasiment de soi. Et pour vous le montrer, on va vous exposer quelques APIs qu'on utilise pour faire du ARKit. Quel développeur dans la salle? Ah, très bien. Ah, c'est bon. Ça va vous parler. Donc parmi les API, on a ce qu'on appelle la scene view. Donc c'est le dernier. C'est finalement la scène qui est filmée et l'ensemble des points qu'on récupère, les fameux feature points dont je vous ai parlé. Chaque scène a une session qui représente en gros son contexte d'exécution. Cette session, elle possède une configuration et en particulier, il y en a une qui nous intéresse de configuration, c'est celle qui permet de faire du word tracking. Donc, le fait de faire du word tracking, c'est ce qui nous permet de récupérer des feature points, d'estimer la lumière et de pouvoir en 3D ajouter des objets et les orienter comme on veut. Il est possible de faire de la réalité augmentée sans word tracking, mais elle est quasiment inintéressante puisqu'elle permet juste de positionner un point dans l'espace sans faire de reconnaissance de la scène. Et donc, fort de ces API, finalement, quand vous créez un nouveau projet, vous ajoutez une vue, et avec ces 4 lignes, vous avez déjà une application qui filme, qui reconnaît des feature points, qui permet d'opérer de la reconnaissance de plans horizontaux, et voilà, donc 4 lignes pour tout ça. Aussi, si vous voulez récupérer ces fameux feature points dont je vous ai parlé, c'est assez simple. Il suffit en fait de mapper une partie de votre écran, donc une position en 2D, vers une position en 3D avec un procédé qui s'appelle le hit test. Il suffit de récupérer la scène, on fait du hit test, on prend une position sur l'écran et ça va nous donner la position de ce qu'on est en train de filmer. Et enfin, une partie plane detection aussi qui va quasiment de soi, c'est une méthode qui est appelée par ARKit qui nous délivre une encre plane. Cette encre, on va la stocker et on va afficher du contenu dessus. Et d'ailleurs, en parlant de contenu, Simonet va vous expliquer comment on écrit un peu la partie rendue. Oui, effectivement. Il y a 2 façons, ou 3 façons, comme Julien le disait bien, pour ajouter du contenu numérique sur l'écran. Le plus important est sûrement SceneKit. SceneKit, c'est
est une API qui a été ajoutée il y a 3 ans par Apple. L'intérêt des SceneKit, c'est qu'on peut effectivement faire de la 3D sans besoin d'outils particuliers parce que Xcode contient déjà un peu tout ce qui nous sert pour créer un modèle, une scène et même ajouter des couleurs et des informations sur l'image. Du coup, le flux de travail est déjà intégré à Xcode, en tout cas pour la grande partie. Et il y a aussi une API qui est de simple utilisation. Comme vous voyez, c'est une API Swift qui est assez légère. On définit une view, par exemple, qui contient une scene, du coup la scène sur laquelle on va dessiner notre géométrie. Et dans la scène, il y a un root node, c'est-à-dire un node racine qui est vide au début et qui va être populé effectivement avec des images et des modèles 3D. Pour un node, on peut ajouter un node fils et aussi récupérer ou changer des informations comme la position ou l'orientation. Pour créer un node, rien de plus simple. On va charger un node en mémoire à partir d'un fichier qu'on peut avoir dans notre application. Des fichiers qu'on peut même télécharger depuis Internet parce que c'est des formats qui sont interopérables. Et puis, une fois chargé ce fichier c'était dans un node, on va ajouter ces nodes au node racine de notre scène. Et voici l'exemple dont Julien parlait, du coup, qui est lié plutôt à le framework ARKit. On va ajouter la partie SceneKit dans ARKit tout simplement en ajoutant ces 3 lignes. Du coup, voilà, en 6 lignes, on a déjà un cas d'usage qui est prêt et qu'on peut faire tourner sans besoin d'aller beaucoup plus loin. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Et je vous propose d'aller plus loin en couplant ARKit à un autre concept. Par exemple, là, ce qu'on voit, c'est que Terminator a un module de réalité augmentée qui lui permet d'afficher des informations en face de sa vue. Ceci étant, la réalité augmentée seule, elle ne permet pas de faire tout ça. Puisque vous l'avez vu, il trouve quel est le modèle de la moto qui est en face de lui. Donc comment on va faire? Eh bien, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle du machine learning avec CoreML et Vision. Donc CoreML, c'est un framework qui est sorti en même temps qu'ARKit en juin 2017, cette année, et qui permet tout bêtement, presque, d'aller chercher un modèle entraîné et de faire des prédictions avec ce modèle. Vision, c'est quasiment ça, sauf que lui, il permet d'aller récupérer des éléments visuels sur un flux d'images, ou une image toute simple, et d'appliquer un modèle et de faire une prédiction sur certains éléments du flux vidéo. Donc, par exemple, ça nous permettrait de reconnaître des objets du quotidien tels que un frigidaire, une table ou n'importe quoi. Ou alors, si vous avez vu le talk de ce matin sur faites chauffer vos neurones avec du deep learning, vous pouvez reconnaître des bières et des manettes de PlayStation chez Xavia. CoreML, donc, en plus de ARKit, ça permet de reconnaître des clés sur l'environnement et aussi de leur donner un sens. En plus de ça, avec Vision, on a déjà des modèles tout prêts qui nous permettent d'opérer de la reconnaissance, par exemple, de rectangles, de visages, de caractères et de barcodes. Et on va vous faire une petite démo pour vous montrer à quel point le couplage de ces deux technologies est puissant. Alors, je peux te laisser faire ça. Donc, notre cas d'usage, c'est de prendre une carte de ce jeu de cartes qu'on a présenté à une conférence en septembre qui s'appelle la French Kit. Et ce jeu de cartes représente en fait, chaque carte représente un framework qu'on peut trouver sur GitHub avec des métriques associées. Le problème de cette carte, c'est qu'elle n'est plus à jour, puisque on parle de frameworks qui sont en ligne avec une communauté open source, donc il y a de la vie et les métriques évoluent. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de détecter cette carte sur la table, de reprendre ces informations sur le web, et d'en afficher une nouvelle en réalité augmentée avec des informations mises à jour. Merci. Donc là, la première chose à faire, c'est de détecter la table. Donc on voit les fameux feature points. Au bout d'un moment, avec ces feature points, on a une détection de surface plane. Et quand on va filmer la carte, on va la reconnaître et en mettre une nouvelle avec les informations mises à jour. Alors, comment on a fait?
Ça marche en plusieurs étapes. Donc déjà, je vous ai parlé de la détection de plan. Il s'agit de détecter la surface sur laquelle est posée la carte. Donc ça, c'est ARKit qui s'en occupe. Dans un deuxième temps, on va aller chercher un rectangle. Donc j'ai dit que Vision permettait de faire ce type de détection. Il nous le montre. Je mets du debug avec un visuel, un cadre rouge qui montre qu'on a bien trouvé le rectangle. Mais on n'a que des positions en 2D de ce rectangle sur l'image. Mais ARKit nous aide encore une fois à transposer certaines de ces positions 2D, comme les sommets de ce rectangle, et en faisant du hit test, prendre ces positions 2D, en trouver en 3D. De ces positions, en fait, on peut déduire la taille de la carte et savoir si c'est à peu près la carte qu'on recherche. Et il nous manque une dernière information qui se trouve, on a un peu triché, sur le QR code de la carte, et qui nous donne en fait le nom du framework qu'on va aller chercher sur le web, et de permettre d'identifier en plus de la taille que c'est bien une carte de la FrenchKit. Et ainsi, on peut appliquer un modèle 3D au-dessus de la carte avec les informations mises à jour. En termes de code, encore une fois, c'est assez simple. Ça, c'est la partie Vision. Et Vision, en fait, ça se traduit en 3 grandes notions. C'est un handler qui exécute une ou plusieurs requêtes. Là, par exemple, c'est une requête pour retrouver des barcodes ou des QR codes. Et lui nous donne, en fait, quand il a trouvé quelque chose d'intéressant, des observations. Et de ces observations, en fait, on va trouver des choses comme la position dans l'image et aussi, par exemple, le contenu du QR code. Ça, finalement, c'est 4 lignes qui permettent de trouver la position de la carte sur la table et qui nous permettent de déterminer sa taille. Encore une fois, c'est très simple. Et mis bout à bout, finalement, bon, j'ai masqué une partie de la complexité, mais l'application pourrait peut-être presque se résumer à ça, c'est-à-dire d'appeler une méthode très souvent qui va lancer une requête via Vision, trouver le rectangle, le QR code, et après, la partie rendue va s'occuper d'afficher cette nouvelle carte à ARKit. Et là, je laisse la main à Simonet sur comment on doit aborder la partie ARKit et quelles compétences sont nécessaires. Effectivement, on a montré du code. On trouve que c'est du code assez simple, mais pour des gens qui n'ont jamais codé ou qui ne sont pas familiers avec le développement iOS, voici les compétences de base. Déjà, un langage comme Swift, Objective-C, est nécessaire pour développer de l'ARKit. C'est compatible avec Objective-C, même si, effectivement, aujourd'hui, on ne le recommanderait pas. Des frameworks comme SceneKit dont j'ai parlé ou SpriteKit pour faire de la 2D. Et tout ça, c'est des outillages qu'on a déjà dans Xcode. Mais si on n'aime pas Xcode, par exemple, on pourrait utiliser Unity. Unity, c'est quoi? C'est un système avec un IDE qui permet de créer du contenu, notamment pour la vidéo ludique, qui est très utilisé pour créer des contenus 3D dans le monde du mobile, du coup iOS et Android, mais aussi pour Windows, macOS, même le web. Avec Unity, on peut intégrer facilement nos compositions dans ARKit. Et bien sûr, pour terminer, de compétences qu'on a presque oubliées, ou probablement oubliées, comme les calculs matriciels, pas pour les data scientists bien sûr, ou des notions de trigonométrie. C'est des notions qu'on trouve facilement en ligne parce qu'elles ne sont pas spécifiques à ARKit, bien sûr, mais sont générales à tout le monde de la 3D. D'autres plateformes, pour continuer, parce qu'il n'y a pas que ARKit pour faire de la réalité augmentée. Comme par hasard, Google, 2 semaines après ARKit, a annoncé ARCore. En réalité, c'est un travail qui prend beaucoup plus de temps. Mais en tout cas, ARCore fournit plus ou moins les mêmes API que ARKit fournit. Pour rester sur de multiplateformes, il y a des frameworks qui sont assez âgés, mais qui sont assez stables en tout cas, comme Vuforia, EasyAR, ARToolkit. Ça existe déjà depuis même des dizaines d'années. Et si vous voulez poker quelque chose de sympa sur le web, il y a des proof of concept qui marchent aussi assez bien, comme ARJS, JS, ARToolkit ou Three.js. Et pour finir, les cas d'usage, qui est la partie la plus importante, je pense. On peut utiliser ARKit pour faire de la vidéo ludique.
Tout le monde le sait, ce n'est pas une surprise. Mais je pense que ce serait dommage de restreindre R seulement à la partie jeu. Avec R8, on peut prendre effectivement des mesures qui sont très précises, comme vous voyez dans cet exemple. On peut aussi, comme vous savez très certainement, essayer des objets physiques, enfin des objets virtuels sur notre scène physique, comme par exemple changer de canapé, essayer un nouveau canapé, ou sinon essayer un nouveau burger. En gros, si on a le modèle 3D, on peut essayer l'objet de n'importe quelle source, même Amazon, dans notre salon. ARKit, surtout sur iPhone X, fournit une API qui permet aussi de détecter les mouvements du visage, en tout cas de reconstruire le modèle du visage en temps réel, à 30 frames par seconde. Et on peut utiliser ces informations pour changer notre visage, en partie. Et pour faire de la navigation, c'est plus ou moins comme je vous ai montré tout à l'heure dans ma démo, on peut aller plus loin et penser à des systèmes de navigation à l'intérieur pour des aéroports ou des centres commerciaux. Ou encore, la partie de maintenance. On peut utiliser la réalité augmentée pour savoir où des objets se trouvent dans un moteur ou même pour faire des opérations chirurgicales. Bon, j'espère qu'on vous a convaincu que ARKit c'est très puissant, c'est très simple et que finalement la seule limitation pour faire des applications incroyables, c'est l'imagination. Enfin, bon, non en fait. ARKit c'est très bien, mais ça marche que dans les cas idéaux. C'est-à-dire que si on a des problèmes de luminosité dans la salle, s'il y a par exemple des reflets sur la table, si la lumière n'est pas une lumière naturelle, il y a des chances que ARKit, ça ne fonctionne pas très bien. Avec l'iPhone X, c'est un peu moins vrai, puisqu'on utilise un autre capteur qui est celui de proximité, et on a des résultats qui sont bien mieux. Mais il va falloir attendre une nouvelle génération de téléphones pour avoir des applications qui fonctionnent dans vraiment toutes les conditions. Aussi, ARKit, comme vous l'imaginez, c'est coûteux. C'est coûteux en ressources pour le téléphone, et donc en batterie, puisqu'il utilise plusieurs capteurs, et si en plus on va rajouter du machine learning, des algos compliqués, du rendu assez sympa, très complexe, eh ben on va très vite vider la batterie et on va très vite faire souffrir le téléphone. Ceci étant, il y a quand même des cas d'usage qui sont impressionnants, là, qui voient le jour. C'est une application qui a énormément de potentiel et je pense que, vu que le framework est très jeune, il va évoluer dans le bon sens et qu'on va avoir des apps qui nous impressionnent encore toujours et plus. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais ajouter une chose. On a parlé des machine learning et des réalités augmentées. L'AR, c'est un cas où effectivement on a besoin de faire du ML en local et on ne peut pas juste utiliser un serveur parce que la latence ne serait pas acceptable. Et du coup, effectivement, c'est un très bon cas d'usage pour tester à la fois les technos de ML côté mobile et la partie réalité augmentée. Oui. Justement, en parlant de réalité augmentée, ça me fait pas mal penser au projet de Google qui s'appelle Projet Tango. Et je me demandais justement, est-ce que côté Apple, ils ont un projet similaire en cours ou est-ce qu'ils s'appuient sur des trucs Alors à ma connaissance, l'équivalent Google d'ARKit, c'est ARCore. Et ARCore fait suite au projet Tango, plus ou moins. Après, si je ne me trompe pas, le projet Tango, c'est pas que logiciel. C'est-à-dire qu'il y a aussi une bonne partie d'hardware pour justement créer des capteurs pour faire de meilleures mesures. Oui, tout à fait. Effectivement, Tango se sert aussi de capteurs infrarouges, chose qui n'est pas le cas aujourd'hui sur les terminaux Apple. En réalité, l'iPhone X a un capteur infrarouge qui sert à la détection du visage, dont l'API dont je vous ai parlé pour effectivement faire du tracking en temps réel
du visage utilisent des capteurs infrarouges qui sont similaires à ceux utilisés par Tango. Je pense qu'aujourd'hui, Apple a voulu démontrer qu'il n'y a pas forcément besoin d'un capteur infrarouge. Si l'AR va vraiment décoller, ils vont, je pense, réfléchir à ajouter un capteur de ce type-là. Mais c'est une technologie qui est assez différente. Ok, merci. Sois clément, s'il te plaît. J'ai dit CoreML, mais je ne sais pas ce que je dis. Justement, en parlant de CoreML, non, je voulais juste savoir, aujourd'hui, est-ce que l'API, le framework est assez souple pour utiliser ses propres modèles de vision de machine learning, ou c'est encore besoin d'utiliser des choses déjà implémentées par le framework? Il y a des modèles qui sont déjà pré-entraînés, notamment pour barcode, rectangle. D'ailleurs, je pense même pas du machine learning. On peut utiliser des modèles qu'on entraîne nous-mêmes. Okay. D'ailleurs, pour l'exemple, la version optimale qu'on voulait faire, c'était vraiment entraîner un modèle à reconnaître les vraies cartes, sans utiliser un barcode. Et on s'est dit qu'on n'aurait pas été très performant, du coup on utilisait la reconnaissance avec les QR codes, mais ça aurait été possible de vraiment entraîner le modèle pour reconnaître les cartes sans d'autres informations. Ok, donc ton modèle custom, c'est vraiment un input comme le modèle déjà utilisé par CoreML. Tout à fait, tout à fait. Super, merci. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, d'ailleurs, pour ajouter quelque chose, ce serait exactement l'équivalent de l'application Magritte, en utilisant Vision et le modèle que tu as utilisé pour les fruits et légumes. Oui. J'ai une question sur l'emplacement de caméra infrarouge, parce qu'en fait, le projet Tango, il a un capteur profondeur, donc c'est deux parties, c'est projecteur infrarouge et le caméra infrarouge qui permet de détecter les points. Du coup, ils ont derrière dans le device qui sont dispo avec Tango. Mais pourquoi Apple a mis le caméra infrarouge en front? Parce que c'est pas un peu bizarre? Alors, tu devrais demander ça à Tim Cook. Ouais, mais vu qu'il n'est pas sur scène, enfin, sauf. Non, alors pourquoi la réponse est, je pense, est simple, c'est que Apple utilise cette technologie pour les Face ID. Et le but, c'était vraiment de se focaliser sur ce type de techno qui permet d'enlever le bouton Home. Et ils ont concentré leur effort sur ça. Et la techno est la même. Du coup, il y a un projecteur infrarouge et une caméra infrarouge. Je pense que mettre un capteur derrière, c'était pas intéressant pour eux d'un point de vue de prix. Et vu que AirKit n'est qu'au début, ils n'étaient pas intéressés à aller plus loin, je pense. Merci. Et puis, n'oublions pas que c'est quand même super marrant d'animer des emojis avec son visage. C'est vrai. Merci. Est-ce qu'on a une autre démo? On a le temps pour une autre démo. Tu veux faire quoi exactement? Tu veux bouger un emoji? Ok. Je te laisse. Ah, merci. Voilà. Dernière démo pour vous laisser. Si vous avez plus de questions, vraiment. D'autres questions? Non. Alors, vu qu'on a du temps. Alors, on était un peu triste parce que notre président n'est pas là. Elle n'est pas dans cette salle. Et du coup, on voulait l'ajouter avec de la réalité augmentée. Voilà. Luc. Salut Luc. Il est toujours là. C'est fini.